Très bien. Bonjour à tous et à toutes, et merci d'avoir répondu à notre invitation si nombreux. Alors, comme Delphine vous l'a dit, je vais vous présenter maintenant les principaux résultats d'une enquête que nous avons menée donc, ces derniers mois. Et c'est donc une enquête qui a porté sur 4 projets d'intégration, donc qui concernaient 4 élèves à besoins spécifiques dans 4 écoles fondamentales ordinaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, les objectifs de cette enquête, premièrement, c'était d'identifier certains facteurs qui peuvent favoriser les réussites de ces intégrations, de ces projets d'intégration. C'était également mieux connaître concrètement comment se déroulent ces processus d'intégration sur le terrain. Également, mieux connaître les rôles joués par les différents intervenants qui peuvent être nombreux dans un processus d'intégration. Au niveau de la méthode, donc nous avons sélectionné ces projets c'est pas vraiment une sélection, mais on a par différents biais, on a essayé de repérer des projets, des écoles qui menaient des projets d'intégration. Donc il y a déjà la première voie, c'est le bouche à oreille. Il y a également eu un appel qui est passé via les services d'aide à l'intégration de la WIP. On est également passé par des centres PMS, par différentes associations, etc. pour entrer en contact avec ces écoles et voilà, avoir l'assurance de leur participation, du fait qu'ils étaient prêts à partager leurs expériences avec nous. Et donc nous avons, dans chaque cas d'intégration, essayé de rencontrer et d'interroger le maximum d'intervenants. Ça n'a pas toujours été possible de rencontrer tout le monde. Mais voilà, le but c'était de multiplier les points de vue sur l'intégration, croiser les regards, et avoir la parole du maximum de personnes, donc que ce soit bien entendu les parents de l'élève concerné, la direction de l'école ordinaire que fréquente l'élève intégré, la direction de l'école spécialisée qui est partenaire de l'intégration, les 2 centres PMS, le pouvoir organisateur, etc. Alors, dans cette démarche, dans cette enquête, nous avons pu nous appuyer sur un comité d'accompagnement qui nous a été très utile, notamment pour concevoir cette enquête, pour se poser les bonnes questions, concevoir le questionnaire également, et qui ont eu la gentillesse d'avoir une relecture critique de nos résultats. Alors, il y a bien sûr des limites qui sont inhérentes à cette enquête. Je l'ai dit, ça concernait 4 projets. Évidemment, c'est un nombre très réduit. On ne peut pas tirer de conclusions. Et, les résultats que je vais vous présenter ne sont évidemment pas des vérités. Il y a également sans doute un biais positif, dans le sens où les écoles que nous avons contactées nous ont sans doute orientés vers des cas qui se déroulaient plutôt bien. Et effectivement, les 4 cas sont jugés plutôt positivement par l'ensemble des intervenants que nous avons rencontrés. C'est sans doute plus facile de s'exprimer sur des choses qui fonctionnent, surtout à ce niveau-là. Et également, il y a une limite au niveau de la disponibilité des données. Notamment en ce qui concerne les centres PMS, en raison du secret professionnel, en fait, ils n'ont pas pu s'exprimer sur des cas particuliers, donc sur les cas d'intégration de l'élève en particulier. Donc ça, c'est une part de l'information qui nous a manqué. Alors, pour en venir un peu au sujet de cette enquête, donc vous avez ici, je ne sais pas si c'est forcément très lisible sur l'écran, mais ça doit l'être. On m'entend dans le fond? Non? Ah, ok. Donc voilà, je ne sais pas si c'est tout à fait lisible au niveau de l'écran. Par contre, ça doit l'être sur le document que vous avez dans votre FARD. Mais donc il y a quelques caractéristiques qui concernent donc les enfants concernés par ces intégrations. Donc vous pouvez voir qu'il y a une diversité au niveau des âges. Donc pour le dire rapidement, l'élève A donc a 10 ans et est en 4e primaire, l'élève B a 8 ans et est en 2e primaire, l'élève C, oui c'est pas très sympa l'appellation A, B, C, D, mais bien sûr on a garanti la confidentialité aux personnes qui nous ont répondu. Voilà, petite précision. Et l'élève D a 12 ans et est en 6e primaire. Ils partagent un trait commun, notamment, c'est d'avoir toujours fréquenté l'enseignement ordinaire. Donc, parmi les 4 cas que nous avons étudiés, il n'y a pas de retour depuis l'enseignement spécialisé vers l'enseignement ordinaire. Vous voyez qu'il y a différents types de besoins spécifiques qui ont été soulignés, mis en avant par les personnes que nous avons rencontrées. Il y avait également des objectifs communs qui ont été définis pour ces enfants, partagés par les 4. Il y avait notamment l'autonomie dans le travail et l'intégration sociale. Ça, c'est 2 objectifs qui sont communs. Il y a également des objectifs plus spécifiques à chaque enfant.
Donc vous le voyez, hein, pour l'élève A, par exemple, c'est l'autonomie dans les tâches quotidiennes. Pour l'élève B et l'élève D, il y avait un objectif explicite de réussite scolaire, ce qui n'était pas le cas pour les deux autres élèves. Et pour l'élève C, il y a un gros travail qui est fait, qui continue d'être fait sur la communication. Alors, comme ces 4 intégrations se déroulent donc dans le cadre du décret, cette année, les 4 élèves bénéficiaient de 4 heures d'accompagnement par un membre du personnel de l'école spécialisée partenaire, que ce soit des enseignants, des logopèdes ou des psychomotriciens éventuellement. Voilà. Alors, au niveau des écoles ordinaires donc, qui accueillent ces enfants, il y a également une répartition géographique et une diversité au niveau des réseaux. Au niveau des tailles aussi de ces écoles, hein, vous pouvez le voir, il y a l'école C qui a 250 élèves et l'élève A qui va jusqu'à 550, donc c'est pas forcément le même environnement. Vous voyez que les équipes éducatives sont aussi différentes. Forcément, il y en a moins dans l'école C qui a moins d'élèves et 2 fois plus dans l'école A qui a 550 élèves. Alors ici, sur le papier que vous avez sous les yeux, il y a une erreur qui s'est glissée. Donc les oui et les non ont été inversés pour le point suivant. Donc par contre à l'écran c'est correct. C'est-à-dire que ces différentes écoles ont différentes histoires avec l'intégration, différentes expériences. Donc on voit à l'écran que l'école A et l'école C avaient déjà intégré des élèves dans le cadre du décret par le passé, ce qui n'était pas le cas de l'école B et D. On reviendra là-dessus, ça a son importance. Au niveau du nombre d'intégrations, vous pouvez voir aussi qu'il y a une grosse diversité, mais qui n'est pas forcément en rapport avec la taille de l'école. Si on regarde l'école B qui a 500 élèves et qui a 2 élèves en intégration, par rapport à l'école A qui a 550 élèves, donc pas tellement plus, qui a 13 projets d'intégration. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et passer aux principaux résultats de cette enquête, je vais vous parler, il y aura 6 points en fait. On va d'abord commencer par les facteurs de réussite, tels qu'ils sont identifiés par les intervenants que nous avons rencontrés. Ensuite, on viendra aux difficultés, aux éventuels freins rencontrés sur le terrain. On parlera aussi des adaptations qui sont mises en place dans les classes pour permettre l'intégration de ces élèves. On parlera aussi des formations et des ressources disponibles pour les professionnels. Et on parlera des effets, des impacts de ces intégrations, à la fois sur les élèves concernés, également sur d'autres intervenants et sur les écoles ordinaires. Et enfin, on fera un point sur un petit focus sur les rôles joués par les parents qui ont un rôle central dans ces processus. Et évidemment, en tant qu'association de parents, association de famille, on est très attentif à cela. Alors, au niveau des facteurs de réussite, tous les intervenants s'accordent à dire que la communication, qu'une bonne communication est fondamentale. Pour réussir une intégration, il faut travailler en équipe. Et donc, pour travailler en équipe, il faut que les informations circulent. Il y a plusieurs modes de circulation de cette information. Il y a un mode d'abord formel, à travers les 3 conseils de classe annuels qui rassemblent tous les intervenants et auxquels, en général, les parents sont invités souvent dans un deuxième temps, donc après la réunion des professionnels. Ils ont droit à un point sur la situation de l'élève. C'est l'occasion, oui, de faire un point sur un peu les évolutions, les progrès, les objectifs atteints, les objectifs qui ne sont pas atteints, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les atteindre éventuellement. Et il y a également des voies plus informelles, et c'est notamment très important dans la relation entre le titulaire de la classe ordinaire et les parents, qui ont l'occasion de se croiser souvent au quotidien, enfin, pas dans tous les cas, mais souvent, et donc il y a pas mal d'échanges d'informations qui se font par ces biais-là. Également, pas mal d'échanges d'informations informelles entre le titulaire de la classe ordinaire et la personne de l'école spécialisée partenaire qui vient 4 périodes, dans ces cas-ci, dans la classe de l'élève intégré. Le deuxième point qui est le plus souvent revenu, c'est la question de l'adhésion de tous les partenaires au projet d'intégration. Ça a été c'est fort marqué notamment au niveau des titulaires. C'est-à-dire que beaucoup de personnes que nous avons rencontrées soulignent combien il est indispensable d'avoir l'adhésion, l'accord du titulaire de la classe ordinaire avant de lancer un projet. Sinon, ça risque de faire des dégâts. C'est ce qui ressort. Évidemment, le titulaire, c'est celui qui est en première ligne, qui travaille au quotidien et tout au long de la semaine avec l'élève. C'est celui qui doit mettre en place éventuellement des adaptations. C'est celui qui doit accepter de différencier les apprentissages, les évaluations, etc. C'est celui qui doit accepter aussi la présence d'une tierce personne dans sa classe, entre guillemets.
Un autre point fondamental, c'est l'implication de toutes les parties prenantes. Beaucoup de gens que nous avons rencontrés ont souligné combien les intégrations, ça demandait du travail et de l'investissement. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne de nouveau les titulaires, qui ont souligné combien ça prenait du temps, ça prenait de l'énergie, et ça demandait beaucoup d'efforts de créativité aussi pour accueillir dans de bonnes conditions un élève à besoins spécifiques. Beaucoup d'acteurs, principalement les professionnels, ont souligné combien l'implication des parents était aussi importante, notamment dans le suivi scolaire, le suivi des apprentissages à la maison, également la présence aux réunions, etc. Et dans deux des cas, donc dans le cas de l'école A et de l'école C, il y a également un autre facteur qui a été mentionné, c'est celui du projet d'école. Donc ce sont des écoles qui sont plus loin en termes de réflexion globale sur l'approche de l'intégration, sur l'approche de l'accueil des élèves à besoins spécifiques, et qui attribuent une part de la réussite de ces projets, en tout cas, à l'approche pédagogique qu'ils ont, qui est dans les deux cas au moins inspirée de la pédagogie active. Donc pour eux, c'est un facteur de réussite important. Alors, nous allons maintenant passer aux difficultés. Donc, il y a deux moments où peuvent se produire les difficultés. Donc, il y a avant le lancement effectif du projet d'intégration, et juste après, on parlera des difficultés qui peuvent se poser en cours d'intégration. Alors, pour celles qui se passent avant le lancement du projet, elles peuvent être de deux ordres. Donc, premièrement, elles peuvent être structurelles. C'est notamment le cas d'un manque d'information qui est surtout souligné par les parents, ou en tout cas une difficulté d'accès à l'information, notamment en termes de ce qui existe comme possibilité de scolarisation de leurs enfants. Également un problème au niveau de l'accès à l'information parfois, dans certains cas, au niveau du plan individuel d'apprentissage. Donc le PIA, qui est un document qui, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, qui reprend les objectifs assignés à l'élève et les moyens de les atteindre. Les parents ne sont pas toujours au courant même de l'existence parfois du PIA et donc ne peuvent pas y contribuer, alors qu'ils ont un savoir important sur leur enfant qui serait probablement très utile aux enseignants. Il y a également eu dans le cas de l'école A, une difficulté même une impossibilité de trouver une école spécialisée partenaire en région bruxelloise. Il a fallu aller trouver une école partenaire dans le Brabant wallon dans ce cas-là. Il y a également des difficultés d'ordre personnel. Ça, c'est notamment posé dans l'école B et l'école D au niveau des réticences de certaines directions pour lancer des projets d'intégration. C'est vrai que c'est dans les deux écoles où il n'y avait pas eu d'expérience préalable, mais il y avait des vrais blocages de la part des directions qui ne voulaient pas entendre parler de ces projets. Les parents ont dû se battre et même, dans un cas, faire appel au cabinet de la ministre de l'Enseignement de l'époque pour presque contraindre la direction à lancer ce projet. Donc voilà, ça c'est relativement interpellant. Il y a également certains parents qui ont exprimé un manque de confiance dans le travail de l'enseignement spécialisé et donc qui étaient relativement réticents à lancer un projet d'intégration dans le cadre du décret, qui auraient préféré continuer une intégration sans ce cadre-là. Et également des craintes qui sont exprimées par certains parents d'autres élèves, les craintes d'un nivellement par le bas. Ça s'est manifesté dans plusieurs écoles, même si ça reste quelques parents. Alors, au niveau des difficultés en cours de route, il y a aussi des difficultés qui sont structurelles. Donc, certaines directions regrettent que lorsqu'on accueille plusieurs élèves en intégration, on multiplie les partenariats avec différentes écoles. Ça fait exploser, ça multiplie les temps de coordination, les temps de réunion, les différents partenaires. Il faut parfois aussi s'apprivoiser pour pouvoir travailler avec différentes personnes. Et il y a aussi un regret au niveau de la non-possibilité de mutualiser les périodes d'accompagnement auxquelles ont droit les élèves pour pouvoir affecter les moyens de la manière la plus efficace selon les besoins à la fois des élèves et des enseignants. Une gestion un peu plus souple de cet accompagnement pour qu'elle réponde au mieux aux besoins. Il y a également certaines personnes, forcément de l'enseignement ordinaire, qui regrettent parfois un certain manque d'expertise de la part des intervenants de l'enseignement spécialisé. Il y a également un déséquilibre qui est constaté entre l'information dont disposent certains partenaires
notamment l'information sur l'élève et les responsabilités qu'ils exercent. Donc ça a été plusieurs fois signalé en ce qui concerne notamment les centres PMS, qui ne connaissent apparemment pas toujours l'élève, pas en condition d'apprentissage en tout cas, et qui donc basent leurs décisions de poursuite de l'intégration sur des considérations plus générales, ou en tout cas sur des informations qui viennent de tierces personnes. Et voilà, pour certains intervenants, ça constitue un risque et un problème en termes de jugement. Et voilà, et on l'a déjà dit, hein, comme les structures de l'école ordinaire ne sont pas forcément adaptées, il y a un gros coût en termes d'énergie et de temps qui est demandé principalement aux titulaires des classes ordinaires. Au niveau des difficultés d'ordre personnel, dans tous les cas, dans les 4 cas, mais je crois que ça va au-delà des élèves intégrés, ça concerne tous les enfants. Il y a eu des moments plus difficiles, des périodes où ils étaient plus fatigués, où il y avait éventuellement des soucis à la maison, par exemple, et qui ont pu, à certains moments, faire se questionner les intervenants professionnels sur la poursuite de l'intégration. Est-ce que l'enfant est toujours bien à sa place dans l'enseignement ordinaire? Il n'y a jamais eu de remise en question, vraiment. Ce sont 4 intégrations qui se poursuivent pour le moment. Mais ça a questionné, et il a fallu trouver des pistes, des trucs et astuces pour remettre l'élève dans le bain, on va dire. Il y a également dans un des 4 cas un écart qui est de plus en plus grand au fur et à mesure que les années scolaires passent et avancent, et qui est de plus en plus ressenti forcément par l'élève intégré. Donc là aussi, il a fallu trouver des solutions. Et il y a également parfois certains blocages au niveau de l'acceptation de la mise en place des aménagements raisonnables. On va y revenir tout de suite. Alors, au niveau des adaptations et donc des aménagements mis en place, je reprends juste la définition qu'en donne le Centre pour l'égalité des chances, avant de venir sur des cas concrets que nous avons rencontrés sur le terrain. Donc, un aménagement raisonnable, c'est toute mesure qui est prise en fonction des besoins de l'élève à besoins spécifiques pour qu'il puisse accéder à l'école, à la salle de cours, au réfectoire, mais aussi aux apprentissages, qu'il puisse participer aux cours et aux activités scolaires et progresser sur un pied d'égalité avec les enfants, avec les autres élèves, pardon. Il ne s'agit pas de les avantager, mais de compenser les désavantages liés à leurs besoins spécifiques et à un environnement inadapté. Alors, sur le terrain, on a rencontré 3 grands types d'adaptations, d'aménagements mis en place. Le premier, ce sont des aménagements organisationnels. Donc, par exemple, ça peut être une direction qui s'arrange pour que le titulaire de la classe de l'élève intégré ait une après-midi de libre dans la semaine pour préparer des activités spécifiques pour cet élève. Au niveau des adaptations, au niveau matériel, au niveau physique, ça peut être l'aménagement de la classe des bancs et des tables plutôt en U, pour que l'élève puisse voir tous ses camarades de classe et être plus à son aise que dans une situation où les bancs seraient en ligne. Il y a évidemment aussi des aménagements au niveau pédagogique. Par exemple, il y a des cahiers d'exercices dont le contenu peut parfois varier pour l'élève intégré. Donc, soit les feuilles sont plus courtes, soit les questions sont parfois même différentes, ou les consignes sont soulignées dans différentes couleurs, etc., pour faciliter l'appréhension de l'exercice par l'élève. Par contre, dans tous les cas, ils font attention à ce que physiquement, le cahier se présente de la même manière pour l'élève intégré que pour les autres élèves, afin d'éviter la stigmatisation, en fait, qui pourrait découler d'une différenciation à ce niveau-là. Et effectivement, c'est pas toujours facile, apparemment sur le terrain, de faire accepter la mise en place d'aménagements, que ce soit au niveau des enseignants, qui parfois ont peur de favoriser un élève par rapport aux autres, et également parfois même à l'élève intégré lui-même, qui manifeste souvent la volonté de faire comme les autres, qui refuse parfois certains aménagements auxquels il aurait droit et desquels il aurait besoin. Alors, au niveau des formations et des ressources disponibles, ce qui est sorti dans tous les cas, en fait, avec tous les enseignants que nous avons rencontrés et anciens enseignants qui sont maintenant directeurs, c'est une absence dans la formation initiale en termes de préparation à l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques. Voilà, typiquement, ce qu'il y a, c'est une introduction, une présentation des 8 types d'enseignement spécialisés.
et également parfois un stage d'observation dans l'enseignement spécialisé, mais sans préparation particulière. Donc, ils n'en ont pas retiré grand-chose d'utile pour faire face à pour accueillir dans de bonnes conditions des élèves en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Par contre, au niveau de la formation continue, là, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Donc, dans 3 des 4 écoles où nous avons été, il y a des formations en lien avec les besoins spécifiques qui ont été suivies très récemment par les enseignants, même parfois tous les enseignants, parce que même les enseignants qui n'ont pas d'élèves intégrés selon le décret dans leur classe ont bien souvent des élèves à besoins spécifiques dans leur classe. Il y a également des ressources à la disposition des intervenants. Ça peut être des personnes, parmi lesquelles notamment les parents, qui souvent sont une mine d'informations très utile pour les enseignants. Ça peut être aussi, dans certains cas, le personnel de l'école spécialisée qui accompagne l'élève dans sa classe ordinaire, qui souvent peut amener pas mal d'outils, pas mal d'idées au titulaire de la classe ordinaire. Ça peut être aussi parfois, dans certains cas, du personnel médical à qui on fait appel pour se renseigner sur les besoins spécifiques que présente l'élève, pour pouvoir un peu préparer le terrain et aborder au mieux les choses. Il y a évidemment, les acteurs se réfèrent beaucoup à des ouvrages, à des livres, également à des brochures. Donc ça peut être des ouvrages généraux sur les types de besoins spécifiques, ça peut être des ouvrages de pédagogie, bien entendu. Il y a également des écoles qui mettent à disposition les brochures éditées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui les mettent à disposition de leurs enseignants. Et enfin, bien entendu, Internet est une source utilisée par quasiment tous les enseignants que j'ai rencontrés pour trouver des réponses à leurs questions, pour trouver des idées, des nouveaux outils, parce que ça fonctionne beaucoup par essai et erreur avec un élève, donc avec un élève intégré, donc il faut pouvoir se nourrir, et Internet est fort utile pour ça. Alors, on va en venir à présent aux impacts, aux effets de ces intégrations, à commencer par les effets sur les élèves intégrés eux-mêmes. Donc, ce qui est constaté, en tout cas dans les 4 cas que nous avons étudiés, c'est un épanouissement de ces élèves, des progrès qui sont constatés dans tous les domaines, que ce soit au niveau des apprentissages purement scolaires, mais aussi au niveau social, au niveau comportemental. C'est vraiment des élèves qui ont très bien évolué. Il y a évidemment des impacts sur les écoles ordinaires, et notamment sur les écoles qui n'avaient pas eu encore d'expérience d'intégration et où les directions étaient très réticentes à lancer ces projets. Et maintenant, ces directions ont changé leur fusil d'épaule suite à cette expérience positive et ont ouvert leurs écoles à d'autres projets d'intégration. Il y a également des impacts sur les autres élèves. Plusieurs titulaires nous ont dit combien ils constataient un esprit d'ouverture dans leur classe, un esprit d'entraide à la fois des autres élèves envers l'élève intégré, mais aussi entre tous les élèves. Il y a également dans ces classes vraiment, oui, parfois un bel esprit d'empathie qui est constaté. Également, il y a eu des impacts sur les pratiques et les outils, notamment des enseignants et des écoles. À titre d'exemple, dans une des écoles, on s'est approprié le plan individuel d'apprentissage qui est normalement, qui est prévu en tout cas pour les élèves de l'enseignement spécialisé et pour les élèves intégrés. Mais maintenant, cette école utilise le PIA pour d'autres élèves qui ne sont pas dans le cadre du décret d'intégration, mais qui présentent des besoins spécifiques. Il y a également pas mal d'aménagements raisonnables qui ont été mis en place pour un élève, qui s'avèrent en fait être très utiles pour d'autres élèves. Avant de passer aux conclusions, je vous propose donc ce petit focus sur les parents. Les parents peuvent être, en tout cas dans 3 des 4 cas que nous avons analysés, les parents ont été les moteurs de l'intégration. C'est vraiment les parents qui ont manifesté la volonté que leur enfant fréquente l'enseignement ordinaire et qui ont parfois dû se battre, faire preuve d'une grande détermination pour y arriver. J'ai parlé du cas où des parents ont dû faire appel au cabinet pour que ça puisse se lancer. Les parents sont les meilleurs experts de leurs enfants et donc sont des personnes, des ressources très riches pour les enseignants. On en revient à l'importance de la communication. Il faut que ça puisse circuler. Il ne faut pas qu'il y ait de barrières entre la journée d'école et le travail qui se fait à la maison. Pour assurer un suivi cohérent, il faut que l'information circule entre les enseignants et entre les parents. Et les parents sont évidemment aussi les relais de l'équipe éducative, justement à travers ce suivi qui se fait à la maison, ce travail qui doit se faire en cohérence. Et donc on l'a vu, tout ça demande pas mal d'implication, pas mal d'investissement pour les parents.
Évidemment, cette implication n'est pas sans conséquences, notamment dans certains cas sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc certains parents que nous avons rencontrés ont dû réduire, leur temps de travail, voire arrêter de travailler pour assurer le suivi de leur enfant, pas seulement le suivi scolaire bien entendu, mais c'est une part importante quand même. Et donc ça pose question, notamment par rapport aux familles, aux parents plus défavorisés, par rapport aux parents primo-arrivants qui doivent assurer ce suivi aussi et s'impliquer. Donc voilà, c'est pas une source d'inquiétude, mais ça mérite réflexion. Cette implication qui est jugée comme étant nécessaire par les intervenants, comment tous les parents peuvent l'assurer de la même manière pour ne pas qu'il y ait d'inégalité en plus envers ces enfants. Alors pour conclure rapidement, donc on l'a vu, hein, il y a des constats, des éléments qui sont jugés comme étant indispensables à la réussite de ces intégrations. Donc on peut penser à la communication, à l'implication de chacune des parties prenantes. Ce sont sans doute des éléments qui sont également nécessaires pour des intégrations qui se font hors du cadre du décret. Il y a quelques difficultés qui seraient sans doute évitables si justement structurellement notre école, notre enseignement était davantage prêt à accueillir plus naturellement chaque enfant et à faire de chaque enfant un élève. On peut notamment penser à la problématique de l'adhésion, notamment l'adhésion du titulaire au projet d'intégration. C'est une question, donc chaque année, hein, chaque fin d'année, chaque fin de cycle, chaque fois que l'élève change de classe, la question de la poursuite de l'intégration peut se poser. Et donc tout le projet peut être remis en question du simple fait qu'un enseignant ne le sent pas ou n'est pas prêt à se lancer dans ce projet. Évidemment, c'est une grande source d'inquiétude, notamment pour les parents et pour l'enfant qui a tout à fait sa place dans l'enseignement ordinaire. Donc forcément, si on travaillait davantage sur les structures de l'enseignement ordinaire, cette question de l'adhésion ne se poserait plus. Alors, je vais peut-être terminer en mentionnant quelques pistes d'action pour une école plus inclusive. Bien sûr, elles sont nombreuses. Il faudra travailler sur différents facteurs, sur beaucoup de paramètres. Il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une seule recette. Mais peut-être juste en citer quelques-unes. C'est souligné par pas mal de gens, mais l'intérêt du tutorat entre élèves, par exemple, c'est une piste qui mériterait d'être développée, qui se fait déjà dans certaines écoles. C'est une situation de win-win, à la fois pour l'élève qui a parfois plus de difficultés, mais aussi pour l'élève qui peut l'accompagner, être valorisé par l'accompagnement qu'il fait, retravailler lui-même aussi la matière en l'expliquant autrement. On peut penser également à internaliser l'expertise, les ressources concernant l'enseignement différencié, etc., dans les écoles ordinaires. Donc, il y a par exemple une personne de référence qui puisse être là en appui de tous ses collègues enseignants dans un système très souple et très accessible, donc au sein même de l'école ordinaire, répondre aux questions, faciliter l'intégration, etc. Il y a bien entendu l'accessibilité physique des écoles, qu'il ne faut pas oublier, c'est pas encore le cas, loin de là, dans toutes les écoles. Il y a également, bien entendu, la question de la formation, notamment de la formation initiale. Comment davantage préparer, même si chaque élève est unique, chaque situation est unique, donc on ne peut pas se préparer à tout, mais comment mieux équiper peut-être les futurs enseignants et à travers la formation continue, ceux qui sont déjà dans des classes, comment mieux les équiper pour accueillir au mieux les élèves à besoins spécifiques. Voilà, donc pour terminer, je souhaite bien sûr adresser les remerciements de la Ligue des familles à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions, de partager avec nous leurs expériences. C'était pas toujours évident. Donc un grand merci à eux et bien entendu au comité d'accompagnement pour leurs éclairages et leurs conseils qui sont avérés très utiles. Alors, vous pourrez trouver dans votre FARD la synthèse des résultats dans un article du numéro du Ligueur que vous avez dans votre FARD. Il y a également disponible en ligne sur le site de laligue.be les résultats complets, donc toute l'étude avec davantage de détails que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous avez également, je reste disponible à la fois à la fin de cette matinée si vous avez des questions et au-delà de la journée. Également, vous avez là mon email et mon numéro de téléphone. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette enquête ou autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie pour votre attention.